Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette première activité de l'année 2015 de l'Association des économistes québécois, section de Montréal. Mon nom est Valérie Poulin, je suis votre présidente de section cette année. Et je vois que la salle n'est pas encore comble, mais sur les inscriptions, la salle est comble. Et on comprend pourquoi. C'est un sujet qui intéresse beaucoup les économistes, un sujet qui intéresse la population en général. Et on a aujourd'hui un panel très costaud. Sur ça, je passe immédiatement la parole à ma collaboratrice Mère Bérichid, qui siège sur l'exécutif de l'Association des économistes. Merci et bonne conférence. Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être là à la première activité 2015 de l'Association des économistes québécois. Aujourd'hui, nous traitons d'un thème qui est au cœur de l'actualité, mais aussi qui revêt une importance stratégique pour notre développement économique, soit le financement des infrastructures routières. Nous le savons tous, les infrastructures routières efficaces, sécuritaires, fonctionnelles sont essentielles pour répondre aux besoins des citoyens, mais aussi pour améliorer la productivité de notre économie et stimuler l'économie à plus long terme. En effet, elles permettent de réduire les coûts pour les entreprises et améliorent l'accès au marché. Toutefois, le mode de financement et l'entretien du réseau routier suscite de nombreux débats, surtout dans le contexte actuel des finances publiques précaires. Plus particulièrement, les avis divergent en ce qui concerne le péage comme outil de financement. À cet égard, le financement du nouveau pont Champlain est un très bon exemple. Nous avons réuni pour vous 3 experts de milieux variés pour vous présenter leur vision et opinion sur le péage comme mode de financement des infrastructures routières. Je suis convaincue que ce débat sera des plus riches et nous instruira davantage sur les meilleurs outils pour le financement de nos infrastructures. On compte sur vous, messieurs. J'inviterai maintenant M. Gilles Joubert, président ADEC Consultant, pour présenter vos conférenciers et animer la Je peux debout, puis je m'assoirai dans les conférences. Alors, merci, Mme Bérichid. Écoutez, nous avons trois personnes qui ont 3 points de vue différents, bien sûr. Puis la question, dans le fond, qui leur est posée, est-ce que le péage est la meilleure solution pour financer les infrastructures routières? Cette question est débattue depuis fort longtemps, mais revient dans l'actualité chaque fois que les groupes de pression ne réussissent pas finalement à faire financer leurs projets, tous plus intéressants les uns que les autres. L'état des finances publiques et les priorités gouvernementales relèguent finalement au second plan la question de l'état de nos infrastructures et les investissements qu'il faut leur consacrer. Alors, nous avons 3 éminents chercheurs qui ont le loisir de réfléchir tous les jours à cette question pour obtenir leur point de vue sur le péage. Alors, lorsqu'on parle de péage, je vous permettrai, il y a péage unique sur un ouvrage, péage cordon ou péage généralisé. Alors, je vais les placer dans une situation un peu délicate. Vous allez vous imaginer que je suis le ministre des Finances ou le président du Conseil du Trésor. Et vous avez 10 minutes pour me convaincre si vous êtes d'accord ou non avec l'instauration de péage sur le réseau routier. Et finalement, si jamais vous ne réussissez pas à me convaincre ou convaincre qui que ce soit, on fera un autre colloque pour une prochaine fois. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter notre premier conférencier qui est M. Paul Lewis. En fait, je vais les présenter un après l'autre, un à la suite de l'autre, et ensuite je vais vous demander de faire leur présentation. Alors, M. Lewis est, je crois, le doyen de la faculté d'aménagement de l'Université de Montréal. Il sera suivi par M. Montmarquette, l'économiste qu'on a placé entre 2 urbanistes, alors, qui est président directeur général du Cyrano, et finalement M. Richard Chirmiot, professeur à l'école d'urbanisme de l'Université de McGill. Alors, sans plus tarder, je vais leur demander de faire leur présentation, après quoi on sera le débat. Merci. Bon. J'ai un aveu à vous faire. Je suis une sorte d'imposteur ici, parce que je ne suis pas économiste. Je suis content, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques autres personnes qui ne sont pas économistes et que je me sens un peu moins seul. J'ai quand même fait des cours de micro et de macroéconomie il y a très longtemps à l'Université Laval, mais je ne suis pas économiste. Je suis plutôt géographe ou urbaniste, et donc c'est ce point de vue-là que je vais développer aujourd'hui.
Je vais, mon petit 10 minutes au ministre des Finances, là, qui prend des notes à côté de moi, je vais l'articuler autour de deux dimensions, les avantages et inconvénients, parce que je pense que c'est important de les rappeler. Puis ensuite de ça, le péage comme outil de financement des infrastructures, parce qu'en fait, c'est un peu la thématique qu'on nous demandait d'aborder. Bon, premier point, le péage, c'est un mécanisme qui présente énormément d'avantages. Il y a un certain nombre d'inconvénients qui sont peut-être plus politiques que d'autres choses, mais il y a quand même surtout des avantages. Le premier avantage, c'est que ça peut rapporter gros. Sur le plan du financement, quand on cherche à financer nos infrastructures, c'est un élément extrêmement intéressant parce qu'on cherche de l'argent pour les infrastructures. Et avec le péage, c'est tout à fait possible de générer de l'argent, surtout si les automobilistes n'ont pas beaucoup d'autres choix que de payer pour pouvoir se déplacer. C'est par exemple le cas d'un péage sur les ponts, pas sur un pont, mais sur les ponts. C'est que les gens de banlieue qui viennent à Montréal, bien, ils n'ont pas beaucoup d'autres options que de payer. Vous allez me dire, ils peuvent prendre le transport collectif, c'est sûr, mais ça marche bien vers le centre-ville, et c'est ce qu'ils font déjà. Le 2 tiers des personnes de la région de Montréal qui viennent vers le centre-ville de Montréal le font en transport collectif. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens sur les ponts qui vont ailleurs, pour lesquels on n'a pas une offre de transport collectif extrêmement intéressante, et donc ils vont probablement continuer d'utiliser leur voiture. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres options. L'autre avantage d'un péage sur les ponts, c'est que comme il n'y a pas beaucoup de portes, les coûts de perception, si on veut, sont relativement faibles par rapport à d'autres solutions. Donc, c'est une solution intéressante parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres options que de payer dans le cas des ponts. Le problème que pose le péage sur les ponts, par contre, c'est à partir du moment où on décide d'utiliser ces sommes-là pour financer les réseaux de transport routier ou de transport collectif, parce qu'on peut se poser la question pourquoi seulement les usagers des ponts auraient payé pour ces infrastructures-là, ce qui pose quand même un certain problème sur lequel on doit se pencher. Surtout que dans le cas de, quand on regarde les statistiques de la mobilité, sur lequel j'ai passablement travaillé par le passé, ce qu'on constate, c'est que la croissance des déplacements se fait beaucoup, en fait, se fait de plus en plus banlieue-banlieue. Et à ce moment-là, un péage sur les ponts, il ne se donnerait pas les moyens d'aller ramasser cette clientèle-là, qui utilise beaucoup les infrastructures de transport, notamment des infrastructures routières. Donc, le péage sur les ponts, c'est une solution très intéressante sur le plan du financement, mais il y a quand même quelques questions que ça nous amène à poser, sur lesquelles on doit réfléchir. Il y a d'autres formes de péage que le péage sur les ponts qui sont peut-être moins intéressantes sur le plan financier parce que les coûts de perception sont plus élevés. Par exemple, un péage sur l'ensemble du réseau routier, c'est probablement plus coûteux à opérer qu'un péage seulement sur les ponts. Puis dans ce cas-là, il y a plein de possibilités d'opting out avec des effets sur le réseau routier intermédiaire, par exemple. Donc, c'est possiblement intéressant sur le plan de l'équité entre les usagers, mais c'est peut-être moins intéressant sur le plan financier. C'est que je suis content d'apprendre que dans la région de Montréal, on fait pas mal d'études sur ces questions-là depuis quelques années, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions importantes. Les avantages du péage ne sont pas que du côté du financement. En fait, du point de vue de l'urbanisme, le péage est surtout intéressant comme moyen de changer les comportements des automobilistes. Et en fait, dans la panoplie des outils sur lesquels on peut compter pour changer les comportements, amener les gens à se déplacer moins ou à se déplacer en utilisant d'autres modes de transport que l'automobile, le financement, ou en fait les tarifs apparaissent toujours comme la solution la plus intéressante, la plus susceptible d'amener des changements de comportement, bien davantage que l'éducation, par exemple, ou la réglementation. Et donc, l'intérêt du péage, c'est d'amener les entreprises, les individus à changer leur comportement pour qu'ils se déplacent moins, qu'ils se déplacent autrement, et en quelque sorte, favoriser le développement du transport collectif, notamment pour des raisons environnementales. Puis en fait, c'est pour cette raison-là ou en fait, c'est une des raisons principales qui explique pourquoi le péage revient beaucoup dans l'actualité, c'est que les groupes environnementaux, par exemple, l'ont beaucoup utilisé, ou en fait ont beaucoup insisté sur cet outil-là pour amener des changements de comportement dans la région de Montréal, pour faire en sorte que notre dépendance automobile soit diminuée. Et dans le fond, c'est clair qu'il y aurait un impact sur ça, surtout si le péage touche une grande majorité des automobilistes. Si ça touche quelques automobilistes, comme c'est le cas maintenant, par exemple, avec l'autoroute 30 et l'autoroute 15, en fait, les changements à l'échelle métropolitaine ne sont pas particulièrement évidents.
mais dans certains corridors, les impacts peuvent être plus importants. Un péage, donc, sur l'ensemble du réseau autoroutier, le réseau supérieur, permettrait sans doute de mieux gérer la demande. En fait, c'est comme ça que les urbanistes utilisent cet outil-là ou présentent cet outil-là, mais on peut aussi penser que ça permettrait de mieux gérer l'offre de transport, parce que j'imagine que ce qu'on ferait, c'est plutôt d'investir dans des infrastructures qui sont susceptibles de répondre à de réels besoins, plutôt que de construire des infrastructures qui ne vont pas nécessairement répondre aux besoins de la population. Donc, là, j'essaie de jouer le rôle un peu de l'économiste là-dedans, sans vouloir vraiment l'être, mais c'est une meilleure utilisation des ressources dans un contexte où elles sont rares. C'est que pour l'aménagement du territoire, c'est extrêmement intéressant, parce qu'à terme, ce qu'on pourrait imaginer, si les gens payaient réellement pour les infrastructures qu'ils utilisent, notamment pour se déplacer, mais ça nous permettrait de mettre en place ou d'aménager des villes beaucoup plus compactes, où les gens pourraient se déplacer en utilisant différents modes de transport, mais en étant moins dépendants de l'automobile qu'on ne l'est actuellement, parce que les déplacements en automobile sont relativement faciles, relativement peu coûteux, ce qui n'est pas nécessairement le cas du transport collectif dans certaines circonstances. Il y a un certain nombre de risques à la mise en place de péages, surtout si le péage est pensé de façon ponctuelle, comme on le fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que là, on a commencé à faire un certain nombre d'infrastructures. Mais c'est clair qu'à partir du moment où on le met en place, il y a peut-être un intérêt à réfléchir sur l'ensemble de la région métropolitaine. En fait, je pense que c'est un peu pour ça que l'association s'intéresse aussi à cette question-là, puis c'est un peu l'objet des débats dans les médias depuis quelques mois sur ça. Surtout que des péages de façon ponctuelle vont avoir des effets sur des infrastructures, vont poser un certain nombre de problèmes à des usagers, c'est qu'il me semble que c'est nécessaire de réfléchir à la chose de façon globale, de façon concerté. Le principal risque est probablement politique, je dirais. Par contre, et c'est peut-être pour ça que les différents partis politiques ont tendance à être un peu frileux face au péage. Mais du point de vue de l'utilisation des ressources, du point de vue de l'aménagement du territoire, c'est certainement une très bonne chose dans la mesure où les gens seront conscients de leurs décisions, ou en fait seront conscients des coûts de leurs décisions. La question fondamentale par rapport au péage n'est pas tellement de savoir comment on pourrait le mettre en place ou quelle serait la solution qu'on doit mettre en place, mais la vraie question, c'est de savoir quels sont les objectifs qu'on poursuit. Si l'objectif est de faire du financement, la solution sera peut-être différente de celle qu'on adopterait s'il s'agit d'amener les conducteurs ou les automobilistes à adopter des comportements qui sont différents. C'est que ça m'amène au deuxième point de ma petite présentation où on va parler du financement des infrastructures de transport. C'est clair que nous avons besoin de beaucoup d'argent pour refaire nos infrastructures de transport. C'est vrai pour les réseaux routiers, puis c'est vrai pour le transport collectif. Les raisons sont assez bien connues, c'est qu'à peu près une bonne partie des éléments de notre réseau routier supérieur arrivent plus ou moins à la fin de sa vie utile, dans certains cas de façon un peu prématurée, comme le pont Champlain. Mais dans le fond, comme on a construit beaucoup d'infrastructures ou d'éléments d'infrastructures dans les années 50-60, en prévision d'Expo 67, des Jeux olympiques, l'essentiel de notre réseau date de cette période-là, mais 50 ans plus tard, c'est un petit peu normal que les infrastructures soient en mauvais état, surtout qu'on les a en général assez fortement négligées. Là, moi, à une époque, je me promenais souvent le long du métropolitain, et ça fait longtemps que l'infrastructure a l'air négligée, puis c'est un peu partout pareil au Québec. Quand on se promène ailleurs, on est peut-être un peu conscient de notre difficulté ou de nos difficultés avec certains types d'infrastructures. Du côté du transport collectif, le problème est, à mon avis, passablement différent. C'est qu'on a probablement trop peu investi pour répondre à la demande en transport collectif, si bien si on veut amener les gens à se déplacer en transport collectif, il faut développer de façon accélérée nos infrastructures de transport collectif, parce qu'il y a plein de déplacements qui se font pas du tout ou très mal en transport collectif actuellement. Ils se font très bien vers le centre-ville de Montréal, mais ils se font très mal vers d'autres destinations le matin à l'heure de pointe. Et donc, on a besoin de beaucoup d'argent pour développer les services de transport collectif qui ont été négligés, mais pour des raisons différentes, je dirais, du transport routier. Le péage sur les ponts ou ailleurs a surtout été présenté comme un outil pour financer le transport collectif. Si on lit ce qui s'est en fait les débats des 15-20 dernières années, je pense que ça doit faire au moins depuis 97-98 qu'on en parle.
c'est souvent dans cette perspective-là que ça a été présenté. Puis l'argument de base que beaucoup de groupes utilisent, c'est que les automobilistes sont aussi des bénéficiaires d'un meilleur transport collectif, parce que s'il y a davantage de gens en transport collectif, il y aura moins de gens sur les infrastructures routières, donc la circulation sera plus facile, ça sera plus simple de se déplacer, on sera pas obligé d'investir autant dans les infrastructures routières. Mais avec l'arrivée de l'autoroute 25, de l'autoroute 30 et bientôt du pont Champlain reconstruit, le péage, dans le fond, il est installé à Montréal pour financer le transport routier, pas du tout le transport collectif. Et donc, la question qui est posée n'est pas du tout la même que celle qui était amenée par les débats dans les médias ou sur la place publique depuis un certain nombre d'années. Ce qui nous amène à nous poser un certain nombre de questions, par exemple, comment penser le péage dans son ensemble à partir du moment où on a déjà des éléments d'infrastructure qui sont sous péage, mais pour financer les infrastructures, c'est le cas des trois actuels. Puis, d'autre part, la question, c'est aussi qu'est-ce qu'on va faire de l'argent? Est-ce que l'argent qu'on récolte du transport routier à travers les systèmes de péage doit ou pas servir à financer le transport collectif? Puis après ça, quel montant, qui est une question, j'imagine, assez complexe, parce qu'il y a toutes sortes de considérations par rapport à ça. Je vais conclure en disant que le péage est un outil formidable pour financer les infrastructures de transport, et ça d'autant plus qu'on a peu de moyens de ne pas payer. En fait, une bonne partie des gens n'auront pas d'autre choix que de payer, surtout à court terme. Donc, le péage, c'est un outil intéressant qui pourrait s'ajouter aux autres sources qui servent à payer les infrastructures de transport collectif et transport routier, parce qu'il y a toutes sortes de sources qui sont utilisées pour financer les infrastructures qui servent à notre mobilité. Le péage sur les ponts me semble particulièrement problématique pour les raisons que je vous ai mentionnées tantôt, mais si on regarde ça sur un plan symbolique, c'est comme une façon de diviser la région en deux en disant que les gens qui passent d'une région à l'autre doivent payer les infrastructures de transport, ce qui me paraît assez étrange sur le plan de l'équité entre les différents citoyens. Même si c'est facile à faire, c'est pas nécessairement une bonne chose c'est pas nécessairement une bonne chose. Le péage sur l'ensemble du réseau routier m'apparaît une solution beaucoup plus intéressante d'un point de vue équité entre les individus, et d'autant plus intéressant qu'il amènerait certainement des changements de comportement sur l'ensemble de la région, ce qu'on voudrait, j'imagine, faire, ou ce qu'on pourrait vouloir faire avec l'instauration d'un péage. Mais on peut imaginer aussi qu'une taxe sur l'essence ferait à peu près la même chose, à un coût passablement moindre, à court terme du moins. À long terme, les choses seront certainement différentes avec le changement ou les changements qui vont s'opérer dans le parc automobile. Il y a différentes formes de péage, puis pour chacune de ces formes-là, il y a des avantages et inconvénients, et c'est dans ce contexte-là qu'on doit les examiner, mais en se rappelant toujours quels sont les objectifs qu'on poursuit. Mais certainement que du point de vue de l'aménagement du territoire, le péage est une solution extrêmement intéressante, dans la mesure où on le pense pour réduire les déplacements longs et les déplacements en automobile sur l'eau. Merci. Merci pour votre discipline. Vous êtes tout à fait dans les temps. Et je pense qu'il y a plein d'idées, plein de volets de péage qui ont été amorcés. Alors, on demanderait maintenant à M. Montmarquette d'y aller de son point de vue. Si bon, ce ne sera pas un point de vue très différent, mais peut-être complémentaire à certains égards. Bon, le financement des infrastructures routières, là, ça dérive de plusieurs types de contributions d'individus qui, en principe, doivent payer pour l'utilisation du service. Donc, c'est vraiment dans le contexte de l'utilisateur payeur. Ça va par des droits d'immatriculation, comme vous le savez, ça va sur des taxes sur l'essence, ça va sur le stationnement, taxes sur le stationnement, ça va sur le péage, bien sûr. Ça va aussi, des fois, on essaie de capter la rente foncière, donc il y a plusieurs aspects qui contribuent au financement des infrastructures routières. Et c'est intéressant. Il faut que ce soit l'utilisateur qui paye pour ces infrastructures. Je rappelle que les routes, les ponts, c'est pas un bien public. C'est pas un bien public dans le sens que nous, les économistes, nous le définissons. C'est pas un bien. On peut tous partager la consommation simultanément. Donc c'est un bien qui, en fait, c'est un bien collectif, pardon, c'est un bien privé, mais collectivement financé. C'est tout autre chose. Et là, la partie, c'est quelle partie doit-il être financée par l'utilisateur payeur? Ça devient un peu plus compliqué, bien sûr. Parce que
souvent, c'est des sommes énormes et c'est très difficile de les ramasser. Moi, je partage le point de vue de mon collègue. Le péage, c'est la dernière chose qu'il faut utiliser pour faire du financement. Le péage, c'est pour régler la congestion essentiellement. À certains endroits précis, c'est complémentaire à certains financements. J'avais des études qui utilisent, par exemple, de mettre un cordon autour de l'île de l'entrée de Montréal. Il faudrait avoir ça coûte cher, ce truc-là. Deuxièmement, ça coûterait à peu près 15 $ par passage. Vous allez visiter le centre-ville, c'est pas très long. Donc, il y a des difficultés. Donc, l'utilisateur-payeur, oui, et aussi le payeur-pollueur. Pollueur-payeur aussi, parce que l'utilisation d'automobiles aussi a des externalités, il faut tenir compte aussi dans le financement, dans ce qu'on demande aux utilisateurs. Juste vous rappeler que jusqu'en 2010, pratiquement, si ma mémoire est bonne, les automobilistes ont vraiment largement payé les services qu'ils recevaient. En fait, on payait plus que ce qu'on recevait comme service. On avait toujours un surplus au ministère du Transport qui était envoyé au fonds consolidé. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on a laissé freiner toutes les infrastructures jusqu'à ce que le Concorde, donc, qui a probablement réussi, permis à sauver plusieurs vies ailleurs. Oui, c'est vrai. Et là, on avait réveillé, on dit, oh, je suis sûr que les gens au ministère du Transport, comme ça fait cette situation-là, c'est les politiciens qui ne voulaient pas. Évidemment, c'est toujours plus intéressant d'aller ouvrir un nouveau pont, une nouvelle route, que de l'entretenir. Il ne fait pas les nouvelles avec ça, essentiellement. En laissant aller, à ce moment-là, les infrastructures, là, il y a eu un déficit d'entretien qui existe encore. D'ailleurs, on a d'ailleurs non seulement dans les routes, on a aussi maintenant, vous le savez, dans les écoles, dans les hôpitaux, un peu partout ce qui va. Alors, vous savez, la question du budget équilibré, là, oubliez ça, parce que si on est le déficit d'entretien, on est loin du budget équilibré éventuellement, encore pour 20 ans. Là. Une politique de rigueur, hein, pas d'austérité. Mais, alors, jusqu'en 2010, effectivement, on avait des surplus, ils se sont réveillés. Et là, on est dans une situation où on doit à peu près dépenser 2 milliards par année, en fait, pendant 10 ans, pour faire le rattrapage sur le service routier. Et là, leur préoccupation, ce n'est pas tellement la congestion, c'est le financement. La préoccupation du ministre des Finances. C'est carrément comment on va financer ça. C'est énorme. Vous savez que les finances publiques sont serrées. La croissance économique va être assez faible, pour ne pas dire lamentable, sur les prochaines années, notamment à cause du vieillissement démographique. Et là, c'est là qu'on essaie d'imaginer un certain nombre de propositions. Le plus simple reste la taxe sur l'essence. Mais ça n'arrive pas à la congestion. Il y aura, alors il y a toutes sortes d'hypothèses, effectivement, les péages sur l'ensemble des ponts, le péage sur le réseau supérieur, le cordon, qui me semble être une situation peu intéressante pour Montréal en particulier. Il y a aussi maintenant l'idée d'avoir une taxe kilométrique, essentiellement, qui commence à circuler et qu'on pourrait rendre intelligente aussi. On pourrait la rendre intelligente, c'est-à-dire qu'on pourrait la moduler selon où vous vous trouvez dans une région donnée qui aurait plus de congestion, et à l'heure aussi. On pourrait donc, c'est pas compliqué, vous avez un GPS qui vous dit de vous entrer maintenant dans une zone qui ça vous coûte plus cher par kilomètre. Ça t'intéresse pas de sortir de la zone. Ou alors, vous avez, à un moment donné, des heures données. Alors, je pense que les gens vont beaucoup réfléchir sur cette question de taxe kilométrique éventuellement. Il y a sûrement des défis informatiques qui ne sont pas très nombreux. Je vous rappelle qu'il y a 2 compagnies d'assurance, Mouvement Desjardins, entre autres, je ne sais plus comment ça s'appelle. Justo. Je note, là. Oui, les prêts d'assurance, je note. Oui. Je n'ai pas compris. Je note, effectivement. J'avais vu cette. C'est Justo, je pense que ça s'appelle. C'est exactement le même principe. On recueille un certain nombre d'informations. On a juste votre prime d'assurance en fonction de votre capacité essentiellement de conduite, en fait, si vous êtes un bon conducteur. Donc, la technologie existe. Le Justo, ça coûte à peu près 100 $ la voiture, ça, pour installer. Évidemment, il y aura un coût, là, si on a une taxe kilométrique en tête. Il y aura un coût de
Je pense que c'est une bonne idée. À court terme, hausser la taxe sur l'essence. Si vous voulez vraiment réglé les congestions, peut-être fouter des péages, c'est sûr, peut-être le moins possible, mais au moins sur les points. Alors, le gouvernement, maintenant, est-ce que l'utilisateur payeur doit tout payer? Ce serait difficile de dire oui, essentiellement. Sauf si sur les nouveaux ajouts, sur ce qu'on a déjà, c'est tellement lourd à remplacer sur les nouveaux, quand on fait un pont ou un bout d'autoroute. Et là, à ce moment-là, il y a la question de détourner évidemment les comportements, mais aussi on peut essayer de ramasser un peu d'argent avec ça, parce que c'est si coûteux que ça à la limite, mais le gouvernement, lui, investit, mais il y a une rentabilité dans le gouvernement aussi d'investir. C'était noté par notre collègue au début, là, le gouvernement, quand il y a des routes qui sont une infrastructure qui sont efficaces, bien, il y a une activité économique qui est plus grande, puis l'activité économique est plus grande, ça rapporte des revenus aussi au gouvernement. Donc, il y a une dimension aussi, je me dis, moi je suis en faveur de l'utilisateur-payeur. Maintenant, c'est la question de savoir c'est qu'est-ce qu'il doit payer, 100%, 90%, 80%, ça c'est plus compliqué. Alors c'est facile à voir pour des biens privés, là, quand vous allez chercher un permis de chasse, vous allez payer comme ça coûte l'émission de permis de chasse. Si vous utilisez un traversier aussi de la province, puis vous payez le transport essentiellement. Mais quand on arrive à des choses comme l'éducation, la santé, tout ce qui est des externalités des fois positives, les routes, un système de route adéquat, c'est important, c'est même plus compliqué. Donc, autant que possible, on essaie d'avoir l'utilisateur payeur ou le pollueur payeur, mais le gouvernement doit aussi jouer un rôle là-dedans, parce que c'est ça le rôle du gouvernement, c'est d'amener des infrastructures qui sont utiles pour l'ensemble de la communauté, et que seule une grande comme le gouvernement peut financer essentiellement. Donc, c'est un peu ce que je vais dire sur cette question du gouvernement. C'est vrai. Alors, merci, M. Marquette. Notre dernier conférencier va y aller de ses propres idées. Bon, bien, je suis très content d'avoir été invité. Bonjour. Alors, au risque de vous décevoir, je suis plus ou moins d'accord avec mes deux collègues. En gros, ma réponse donc, à la question du financement d'infrastructures routières, le péage est-il la meilleure solution? La réponse est non, mais non, le péage, à mon avis, n'est pas un bon outil de financement, mais oui, le péage peut être fort utile à améliorer la performance des réseaux, et puis si effectivement on recueille des sommes, pourquoi pas les verser donc à l'investissement en infrastructure. Je vais quand même développer un peu du raisonnement qui me mène à cette réponse du non mais. Et je pense, j'ai développé ma réponse surtout en réfléchissant au Pont-Champlain et à la métropole, mais je pense qu'en ajustant certains mots, ça peut s'appliquer de manière plus générale à l'ensemble du réseau au Québec. Pour une métropole comme Montréal, lorsqu'on a en tête le financement donc, du Pont-Champlain, ce qu'il faut comprendre, c'est que la métropole, elle existe à cause des économies d'agglomération. C'est-à-dire qu'il y a des externalités positives qui génère des retombées pour tout le monde. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que le fait même d'être à proximité d'autres acteurs économiques, d'autres personnes, de pouvoir échanger de l'information avec eux, de pouvoir prendre des risques. Par exemple, venir aujourd'hui, ne sachant pas si ça allait être bénéfique pour moi ou pas, mais sans devoir dépenser $10 de péage en venant, c'est bien. Je ne sais pas moi si personnellement ça va être bénéfique, mais peut-être dans l'agrégat, ça va avoir des bénéfices, des échanges. Donc il y a ces externalités qui profitent à tout le monde, pas que à ceux qui se déplacent. C'est d'ailleurs Lucas en 88 qui se posait la question pourquoi est-ce que les gens s'agglomèrent à New York? C'est parce qu'ils veulent être à côté d'autres gens. On ne peut pas tous être sur le même point, donc on est dispersés dans les métropoles, mais il faut qu'on puisse interagir. Et tout ce qui enfreint cette interaction crée des problèmes. Et donc des péages par tronçon, des péages par pont, par ceci, par cela, surtout si c'est le but de ces péages et pour le financement, j'insiste bien, si le but des péages est pour le financement, ça va enfreindre donc cette fonction plus globale qui est l'accessibilité et la mobilité qui permet justement aux acteurs économiques de générer de la richesse. Donc, pour que la métropole joue son rôle, on a besoin de cette accessibilité. Comme l'ont bien expliqué mes collègues, et là j'abonde dans le même sens, ça ne veut pas dire que le fait de payer pour les infrastructures ou de faire payer en partie au moins ceux qui s'en servent est néfaste. Mais à mon avis, il y a deux types de péages, et je reviens au mot péage.
qui se sont peut-être utiles, mais leur but n'est pas le financement. Et donc je reviens à la question. Ces péages peuvent être très utiles, mais pas pour financer. Le premier type de péage qui vient en tête et qui a déjà été mentionné, c'est les péages qui ont pour but principal d'augmenter la fluidité du réseau. Pourquoi? Parce que cette fluidité du réseau va augmenter les économies d'agglomération, va augmenter la performance économique des acteurs et donc de la ville. Donc si on arrive à réduire la congestion, augmenter l'accessibilité des gens par les péages, et les péages modulés selon l'heure, et ça se fait à plusieurs endroits, et ça se fait aussi même dans les transports publics à Londres, ça fait des décennies maintenant qu'on ne paye pas le billet de métro le même prix à l'heure de pointe que pendant la journée. Donc les modulations de coûts comme ça permettent au réseau d'être bien mieux utilisé le long de la journée et éventuellement selon les zones. Donc ce type de péage dont le but est d'augmenter, si on veut, la fluidité du réseau, mais ça peut aussi être pour augmenter d'autres valeurs. On a parlé des valeurs environnementales, on peut s'en servir comme un outil pour changer le comportement des gens, mais le fait est que les péages, pourvu que ces changements de comportement soient bien réfléchis et on en comprend les tenants et les aboutissants, les péages sont un bon moyen de faire ça. L'autre cas est un cas un peu plus délicat, c'est l'ajout de nouvelles infrastructures à un réseau existant. Parce que lorsqu'on sait si c'est un ajout, même si c'est un ajout à péage, ça va augmenter la fluidité totale du réseau, parce que une partie du réseau va être délestée, et même si les utilisateurs, donc par exemple de la pont, de la 25, payent, le pont n'existait pas avant. Donc ça, on pourrait dire que c'est un moyen de financer les nouvelles infrastructures. Jusqu'à un point, je pense que cet argument se tient, mais il faut faire attention, parce que si le réseau se reconstitue à base de tronçons privés, on va arriver au problème qu'ont vécu l'Allemagne et la France au Moyen-Âge. Ce dont vous un livre très intéressant de Michael Heller qui s'appelle Gridlock a expliqué que le Rhin, le long du Rhin, il y avait de multiples baronnies. Et un jour, un baron a décidé de monter un péage pour le commerce qui montait le Rhin, et il s'est fait un paquet d'argent. Donc le baron à côté a monté un péage, et au bout du pont, il y avait 100 péages le long du Rhin, et ça a complètement bloqué le commerce, mais pendant des siècles. Ce n'est qu'au début du XIXe siècle qu'il y a eu la Convention de Vienne, le Congrès de Vienne en 1815, qui a mené donc à la Commission centrale de navigation du Rhin, qui a été fondée autour de 1830. Et donc il y a eu ensuite une centralisation donc, de cette taxation. Oui, les gens payaient encore pour faire le commerce le long du Rhin, mais ce n'était pas à chaque tronçon qu'on payait, c'était géré de manière centralisée. Et comme ça, toutes les baronnies le long pouvaient tirer profit, pouvaient d'ailleurs se servir de ces revenus pour améliorer les berges du Rhin et ainsi de suite. Mais on pouvait aussi se servir du Rhin pour faire du commerce, pour engendrer ces interactions qui sont nécessaires en fonction de l'économie. Et c'est ça le problème de petit à petit avoir des petits tronçons où on paye, c'est qu'à la longue, le réseau risque de devenir un nouveau Rhin. Donc du coup, il faut, à mon avis, réfléchir de manière très poussée avant de multiplier ces exemples de financement d'infrastructures nouvelles. Ça se justifie tronçon par tronçon, mais dans l'ensemble, si le réseau devient un réseau financé par péage, on risque donc d'enfreindre, de tuer l'œuf qui pond les poules d'or. On va donc arrêter le fonctionnement de l'économie. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas financer l'infrastructure, évidemment, mais je reviens là aussi à ce qu'ont dit mes collègues, c'est un financement plus généralisé, tiré de revenus généraux. Évidemment, les utilisateurs peuvent aussi payer avec des taxes sur l'essence, mais ça doit être des frais peut-être au kilomètre ou pour l'utilisation, pas tronçon par tronçon. Et n'oubliez pas qu'on a demandé de commenter sur les péages, donc ça je ne pense pas que ce soit un bon moyen de financement. Il y a d'autres moyens de les financer, mais comme mon collègue a aussi évoqué, qui bénéficie donc de ces infrastructures, de cette mobilité? Est-ce que ce sont que des personnes qui conduisent leur voiture? Certainement. Mais il y a aussi des personnes qui bénéficient du fait d'être dans une ville où les gens sont mobiles, de la richesse créée par ces acteurs qui s'échangent des biens, des informations et autres entre eux. Et donc, il y a aussi de bonnes raisons d'avoir au moins une partie du paiement d'infrastructures qui viennent de sources plus générales, de taxes plus générales sur les activités économiques, même pour ceux qui, comme moi aujourd'hui, je suis venu à vélo, mais je pense que moi aussi je bénéficie donc de personnes qui sont venues en voiture et autres. Donc je pense qu'il ne faut pas
oui, les utilisateurs doivent payer une partie, mais je pense qu'il faut vraiment, il y a une grande réflexion à faire sur comment départager le coût qui revient aux utilisateurs directs, du coup qui revient à la société dans son ensemble, qui bénéficie de la création de richesses. Donc pour conclure et revenir donc à ma réponse initiale, non, les péages ne devraient pas financer les infrastructures. Mais oui, les péages peuvent être très utiles pour en améliorer le fonctionnement. Ces critères de bon fonctionnement sont à déterminer. Ça peut être des critères économiques, mais aussi d'équité environnementale. Donc je pense que, et ça, il y a un débat politique à voir, c'est ce qu'on entend par un bon fonctionnement du réseau routier, où viennent les transports publics, donc il y a un débat à avoir là-dessus. Comment on définit le bon fonctionnement du réseau, et ensuite on peut mettre en œuvre des péages ou un système de paiement approprié. Et évidemment, avec l'argent recueilli par ce système, pourquoi pas financer des infrastructures. Mais le but n'est pas le financement. Voilà. D'accord, merci. Ben, écoutez, je vais quand même lancer le débat. J'avais une question à vous poser. L'infrastructure routière, elle est partagée par les automobilistes, les camions, les autobus, les cyclistes, les motocyclistes, et certains utilisent le réseau, dans le fond, pour s'y garer. Ils l'utilisent comme stationnement. Le réseau routier au Québec, il appartient à différentes organisations. Il y a le ministère des Transports qui gère 39 000 km de voies. Les municipalités qui ont environ 90 000 km de voies. Le ministère des Ressources naturelles et Hydro-Québec en ont également. Le ministère des Ressources naturelles, c'est beaucoup plus les chemins d'accès et autres. Est-ce que vous faites une distinction, lorsqu'on parle du péage sur le réseau routier, comment vous associez le péage à chacun, dans le fond, des gestionnaires de réseau routier? Est-ce que vous faites une distinction? Je peux commencer. En fait, oui, je pense qu'il faut en faire une. Quand on parle de péage, normalement, en fait, dans la région de Montréal, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé ailleurs au Québec jusqu'à maintenant, mais on en a parlé beaucoup sur les ponts et le réseau routier supérieur. Mais en fait, M. Montmarquette a évoqué la possibilité d'une taxe kilométrique. La taxe kilométrique, à ce moment-là, peut s'appliquer sur n'importe quel élément du réseau routier. Je me dis qu'on ne l'appliquerait pas sur les chemins forestiers. Là, ça, c'est peut-être un autre débat qu'on pourra faire une autre fois, mais en milieu urbain, on pourrait l'imaginer très facilement sur l'ensemble du réseau routier, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de possibilité d'opting out avec la taxe kilométrique, c'est-à-dire qu'on paye en fonction du kilomètre et du parcouru et du moment où on fait son déplacement. Alors que les autres formes de péage sont plutôt liées aux accès qu'on est capable de contrôler. Donc, c'est des éléments du réseau routier supérieur ou les ponts là, sur lesquels on est capable de facilement installer un péage. Mais la forme taxe kilométrique est intéressante dans la mesure où elle permet de mettre tous les automobilistes sur le même pied, quel que soit l'élément de l'infrastructure qu'ils utilisent. Et donc, on n'aurait pas de comportement du type l'autoroute est sous péage, donc je vais prendre une route de niveau intermédiaire. C'est le gros avantage de la taxe kilométrique. Disons que moi je pense à l'exemple français où il y a une grande différence entre les réseaux supérieurs, surtout interurbains, où il y a des péages. Il n'y a pas de péage à l'intérieur des agglomérations, mais entre agglomérations, si on veut prendre une autoroute, on paye, alors que si on prend une nationale, donc c'est une route plus petite, on ne paye pas. Et je pense que le principe derrière ça, c'est que certaines personnes valorisent plus leur temps et donc vont vouloir payer les 10 ou les 20 ou les 30 euros pour le faire. Et d'autres ont le loisir de prendre plus de temps, ou n'ont pas les moyens de valoriser leur temps autant, donc vont se rabattre sur le réseau secondaire. Il me semble que le principe derrière ça, c'est d'abord qu'il y ait une alternative à ce paiement. Et aussi quand même, il me semble qu'il y a une croyance, en France au moins, que la capacité de se déplacer fait partie d'être membre de la société. C'est-à-dire que tout le monde doit avoir le droit de se déplacer. Et là, il y a des coûts. Si on se déplace en voiture, on a besoin d'acheter la voiture, mais on peut marcher sur les routes secondaires, on peut prendre le vélo, donc il n'y a pas de nécessité d'investir énormément pour s'en servir. Mais si on veut aller vite de A à B en France, il faut payer. Et donc, il me semble que ça, c'est un principe, au moins jusqu'à présent, qui fonctionne bien et qui, à la fois, respecte,
cette liberté de déplacement qui est aussi une valeur plus générale, je pense, dans nos démocraties est respectée, tout en reconnaissant qu'il y a des personnes qui valorisent, et d'ailleurs beaucoup de Français sont tout à fait prêts à payer des péages. Il y a peu de personnes d'ailleurs qui se rabattent sur les routes secondaires pour faire de longues distances, parce que ça prend beaucoup de temps. Mais le principe est que si on veut éviter ces péages, on a la liberté de se promener dans l'ensemble du pays sans être taxé de cette manière. Donc, je ne dis pas que je suis d'accord ou pas d'accord, mais cette distinction entre réseau supérieur et puis réseau plus tentaculaire qui dessert les plus petites villes, je pense que c'est un principe auquel on devrait réfléchir. C'est sûr que dans une ville, vous avez aussi des alternatives. Vous avez le transport en commun. C'est là que ça existe dans une ville. C'est complètement différent. De certaines régions, vous n'avez pas de transport en commun, vous n'avez pas de densité. Et on sait qu'aujourd'hui, en fait, l'étalement urbain qu'on a vécu à Montréal crée ce genre de problème parce que c'est tellement étalé qu'il n'y a plus moyen de mettre des transports en commun qui sont rentables, en fait, parce qu'il y a suffisamment de fréquence. Donc ça, c'est la dimension aussi peu différente. Moi, je voulais seulement vous mentionner une anecdote, là, en passant, sur la question des péages. Qui fait qu'on a déjà eu des péages sur les autoroutes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Vous êtes trop jeune, peut-être. Sinon, vous vous rappelez peut-être pas. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'on avait décidé que c'était 10 cents à l'heure de pointe et 25 cents en dehors des heures de pointe. On n'a pas compris la notion de congestion. C'est plus d'heureux. Enfin, il y avait enfin, moi j'ai connu ça, ce truc-là. Il y avait des files d'attente. Les gens attendaient à la dernière minute pour prendre l'heure de pointe qui coûtait moins cher. C'était loin de notre... C'est pas un économiste qui avait décidé ça. Ben, curieusement, celui qui a aboli tout ça, c'est Parizeau. Mais Parizeau aurait dû inverser quand même le tarif. La seule... Ah, l'autre chose, oui, allez-y, excusez-moi, parce que ça, je vois mon collègue là, qui est à la ville de Montréal. Un des problèmes aussi qu'on ne discute pas, là, parce qu'on discute de financement, mais c'est la gouvernance. Aujourd'hui, on serait plus capable de construire le métro de Montréal, à Montréal. Alors ça, c'est autre chose aussi, peut-être qu'un autre sujet, mais je tenais à souligner, parce que ça, c'est une catastrophe inimaginable. Ça commence à s'étaler, tout ça, ces choses-là. Quand il y a tellement de gouvernements, puis d'arrondissements, puis de ci, puis de ça. On a cet autobus là, sur Pinneuf, comment est-ce qu'on l'appelle? SRB. Sur 15 ans. 17 peut-être, hein? Oui, peut-être. C'est rendu ça que dans les universités, là, dans le monde, dans les départements de recherche opérationnelle, c'est un case study. Mais pas glorieux. Sûrement pas. Si j'ai bien compris vos propos, vous êtes tous d'accord pour dire que le payage doit s'appliquer, dans le fond, généralement dans les situations de congestion. Donc, pour régler des problèmes de congestion, la congestion n'existe à peu près qu'à Montréal. Cependant, la taxe kilométrique, c'est une taxe qui pourrait se généraliser, au même titre que la taxe sur l'essence. Est-ce que ça peut être un substitut? Voilà la question. C'est parce qu'on peut la moduler. Oui. On peut la moduler. Donc, si vous allez arriver à Montréal, par exemple, mais ça vous coûte plus cher. Faire les kilomètres à Montréal. Ça pourrait même être gratuit à certaines périodes de la journée. Absolument, on peut le moduler dans le temps. Je suis ministre des Finances, j'ai déjà une taxe sur l'essence. Non, pas la moduler. Non, j'ai déjà une taxe sur l'essence. Est-ce que je rajoute une taxe kilométrique ou je la substitue? Ça dépend combien vous avez besoin d'argent. Alors, c'est ma deuxième question. J'ai 4 milliards de besoins et j'ai 2 milliards de revenus. Donc, je dois générer 2 milliards de recettes additionnelles. Est-ce que j'augmente la taxe sur l'essence ou j'ajoute sur la taxe sur l'essence une taxe kilométrique? Surtout, faites pas de déficit. C'est ça. Moi, je dirais que la réponse à cette question est plutôt d'ordre politique qu'économique. Parce que économiquement, ça revient à peu près à la même chose, sauf que la taxe sur l'essence, les plus grosses cylindrées, les plus grosses pointures vont en dépenser un peu plus, et c'est eux qui usent un peu plus les routes. Donc à la rigueur, il y a peut-être même une bonne raison d'augmenter la taxe sur l'essence. Mais ça, c'est un point chaud politique, et donc peut-être de rajouter quelque chose de différent qui s'appelle la taxe kilométrique, mais qu'au fond, le fonctionnement serait exactement la même chose. Pourquoi pas? La seule chose, c'est que
la taxe sur l'essence ne se module pas selon les régions, alors qu'une taxe kilométrique via GPS, elle peut se moduler selon les régions. Et ça, je pense que c'est important. Il est clair que 100 km donc au fin fond de la Gaspésie, ce n'est pas pareil que 100 km sur le réseau routier de Montréal. Et que ça, je pense que une taxe au kilomètre là-dessus pourrait être intéressante. Oui, puis juste là-dessus, la taxe sur l'essence pose effectivement le problème que tu mentionnes, qu'on ne peut pas la moduler non plus dans le temps. Ce qui est l'intérêt de la taxe kilométrique, si on veut amener des changements de comportement des automobilistes, il faut pouvoir jouer dans le temps, dans l'espace. Mais c'est clair que la taxe sur l'essence pose un énorme problème pour des gens qui vivent en région éloignée, qui sont fortement dépendants de leur automobile, ce qui n'est pas le cas à Montréal, parce que, comme l'a dit M. Marquette, on peut toujours se rabattre sur le transport collectif. Puis même en milieu urbain assez dense, c'est pas très difficile de se déplacer à pied ou en vélo, comme l'a fait Richard, ou en fait c'est une démonstration probablement qu'il voulait nous faire. C'est relativement simple à imaginer. Mais la beauté peut-être de la taxe sur l'essence, finalement, c'est qu'on reporte une partie de la collecte sur les entreprises privées. C'est que pour le gouvernement, c'est un système relativement simple. Le système de collecte existe déjà, et donc si on l'augmente, en fait, on n'augmente pas les coûts de perception. L'introduction d'un nouveau mécanisme comme la taxe kilométrique impose des coûts pour mettre en place le système au départ. Mais au plan économique, je suis assez sûr que les effets seraient assez similaires. En fait, pour le ministre des Finances, la taxe sur l'essence va poser un problème parce qu'il y a, d'abord, on en dépense de moins en moins. Ça va être comme Il y a ça. toutes les électrifications qui s'en viennent. Alors ça, c'est une préoccupation effectivement au ministère des Finances actuellement. Maintenant, il existe une modulation des taxes aussi sur l'essence. Dans certaines régions, vous payez moins cher la taxe. Les régions frontalières. Frontalières aussi qui sont avec toutes les compétitions, mais vous allez, je vois, par exemple, au lac Saint-Jean, à ma grande surprise, moi j'ai regardé ce que ça coûtait un litre d'essence, puis j'étais surpris que ça coûtait moins cher qu'à Montréal, je ne comprenais pas. On m'a expliqué que C'est pas la demande. non, c'est pour le développement économique. Je n'ai pas tout à fait compris, mais en tous les cas, ça existe. Il y a une modulation. Peut-être une sous-question ou d'autres questions. Capable de m'expliquer pourquoi on adopte un mode différent de financement pour les infrastructures aéroportuaires, par exemple, ou ferroviaires ou maritimes, par rapport au secteur routier? En quoi elles sont ces différences, ces secteurs-là? Quand vous allez prendre un avion, vous payez la taxe aéroportuaire, vous avez des commerces qui financent l'aéroport et les compagnies aériennes, finalement, vous facturent le coût d'un passage. Et dans le domaine ferroviaire, sauf peut-être transport passager, il y a des subventions qui s'appliquent. Mais dans le domaine maritime, dans tous les autres secteurs de transport, c'est une tarification à l'usage, alors que dans le domaine du transport routier, on n'a pas cette situation-là. Pouvez-vous expliquer ça un peu? Moi, je connais très peu sa tarification donc, de ces autres types d'infrastructures. Par contre, pour l'aéroport, d'abord, il y a beaucoup de services qui l'entourent. Je ne suis pas convaincu que les aéroports couvrent l'ensemble de leurs coûts. C'est-à-dire les coûts d'accès à l'aéroport, les coûts du contrôle aérien et tout ça. Moi, je ne connais pas la structure des coûts, mais d'abord, je ne sais pas si c'est vrai qu'effectivement, tous les coûts des aéroports sont effectivement couverts. Mais il y a d'autres types d'infrastructures, à mon avis, qui ressemblent plus aux routes. Ça, ce sont les réseaux de distribution d'électricité et d'aqueduc et tout ça. Et là, je pense qu'on a essayé de privatiser tout ça en Angleterre sous Mme Thatcher, et on a dû voir qu'il y a une grande différence, par exemple, dans le réseau d'électricité, sur le réseau de distribution et la production d'électricité. On a réussi à garder la privatisation de la production d'électricité ou de la production d'eau potable, mais le réseau de distribution a dû être ramené, c'est peut-être encore privé, mais sous une telle régulation qu'en fait on a remis sous l'aile publique, si on veut, parce qu'on ne pouvait pas avoir un gestionnaire privé qui monopolise, si on veut, ce réseau de distribution. Et là, je pense que si on compare le réseau routier à un réseau de distribution d'électricité ou d'eau potable, qui à mon avis est une comparaison qui pour moi est plus facile à faire qu'avec les aéroports, et en plus j'ai un exemple de ce qui s'est passé, on a continué à tarifer le litre d'eau ou le kilowatt d'électricité. Une partie de ça revient aux producteurs du kilowatt, et là il y a une compétition entre producteurs. Par contre, il n'y a pas de compétition pour le réseau. Le réseau est géré de manière publique ou quasi publique, mais on a dû le
le re-rendre au public, tout comme d'ailleurs l'exemple du Rhin. Finalement, c'était tellement morcelé qu'on a dû le mettre sous une réglementation générale pour organiser l'utilisation de cette infrastructure qu'est le Rhin. Et donc je pense que c'est pour cette raison finalement que la tarification des routes, on ne doit pas la penser de la même manière que d'autres types de tarification, parce qu'au fond c'est un monopole. Si ce réseau, si on le subdivise, on a ce problème que j'ai décrit pour le Rhin, et donc on devra le retourner à une gestion publique. Je dis bien la gestion. Ensuite, les moyens de payer, c'est autre chose, et c'est de ça qu'on discute. En fait, je ne suis pas sûr que la comparaison avec les aéroports ou le transport maritime soit très utile dans le cas des autoroutes. Peut-être que l'analogie avec le réseau d'aqueduc ou d'égouts est plus intéressante, mais puis il faudrait probablement, pour répondre à la question du ministre des Finances, qui s'intéresse quand même un peu à l'histoire des infrastructures, c'est intéressant de voir ça pour un ministre des Finances quand même. Mais en fait, il faudrait justement faire cette histoire-là. Puis probablement que ce qu'on retrouverait, c'est que dans le cas du réseau routier, notamment municipal, c'est probablement une question d'intérêt général. C'est-à-dire que ça concerne l'ensemble de la population. Puis en fait, tout à l'heure, j'aimais bien ce que j'entendais sur la tarification des utilisateurs. Parce qu'en fait, même si je n'utilise pas une rue municipale, j'en suis aussi un bénéficiaire indirect de multiples façons. Et donc, même si je n'ai pas de voiture, j'ai tout à fait intérêt à ce qu'il y ait une rue qui soit praticable devant chez moi. Et donc, la difficulté, ou en fait, tarifer le réseau municipal, ça ne présente peut-être pas tellement d'intérêt dans la mesure où c'est l'ensemble des citoyens d'une ville qui l'utilisent et donc on les fait payer à travers les taxes foncières. C'est vraiment un système plus simple. On pourrait se poser après ça la question, est-ce que la taxe foncière, c'est le meilleur outil pour financer les services municipaux? Ça, c'est autre chose, mais c'est clair que le financer de façon générale, c'est intéressant. Alors que dans le cas des aéroports, même si on est tous indirectement bénéficiaires, mais il y a une faible partie d'entre nous qui sont des utilisateurs, je dirais, de ces infrastructures-là, ou du moins sur une année, c'est un faible pourcentage de la population, et peut-être que ça ne justifie pas que l'État le prenne en charge, puis l'offre à tout le monde. Surtout que les coûts seraient probablement astronomiques. Là, pour l'État, ça n'aurait pas tellement de sens. Mais j'ai l'impression que c'est autour de cette idée-là qu'on pourrait trouver la réponse à votre question. Dans le cas du réseau autoroutier, on trouverait probablement plus ou moins la même chose. Puis, en fait, c'est pas tellement étonnant dans une société comme la nôtre, où à peu près 80% des déplacements se font en automobile. En fait, c'est comme dire qu'à peu près tout le monde utilise les infrastructures routières. C'est que dans ce sens-là, mettre un péage pour le financer, c'est peut-être beaucoup de travail pour arriver au même résultat que le financer de façon générale. Ce qui n'est pas le cas des infrastructures interurbaines, par exemple, qui concernent une plus faible partie de la population, à un moment donné. C'est la capacité aussi de ramasser des fonds suffisants, d'avoir un financement suffisant pour des infrastructures. Moi, je pense que je suis assez convaincu que les infrastructures aéroportuaires ont eu du financement public aussi au départ. On regarde Mirabel, là, en fait. Oui. C'est un tout, ça semble que c'est nous qui avons payé ça à un moment donné, quelque part. Pour ce gros bénéfice. Donc, oui. Pas un mauvais calcul, en tous les cas. Mais, donc, je doute que ce soit. Mais il y a aussi le fait que, vous savez, ça prend d'énormes capitaux pour investir. Qu'est-ce que ça? Dans une économie, ce type de capital, c'est souvent le gouvernement qui peut le faire, qui, encore une fois, qui se repaie. Hein, je vous l'ai mentionné, vous avez un aéroport, vous allez avoir peut-être une capture immobilière intéressante, là, parce que la ville s'anime, les gens vont se déplacer pas loin de l'aéroport parce qu'ils peuvent voyager, etc. Donc, il y a toutes sortes de choses comme ça qui justifient. Mais il faut faire le calcul. Là où le problème est, effectivement, c'est le calcul économique et mes collègues sont déjà des bons économistes, on l'a vu déjà dans leur réflexion. Discuter, c'est pas le calcul économique qui peut faire prendre des décisions généralement au niveau politique, c'est combien ça va m'apporter de ça. C'est d'autres calculs. C'est d'autres calculs. C'est là que la difficulté se retrouve, parce que autrement, il y a toujours une justification intelligente pour faire les choses. Vous avez ouvert la porte à la question de la capture de la valeur foncière. Récemment, le gouvernement veut aller dans cette direction-là. Le constat qu'on peut faire, en fait, on a mentionné des projets de transport en commun, mais le constat qu'on fait, c'est l'incapacité, dans le fond, de ces projets-là de se réaliser
compte tenu du peu de revenus qu'il génère. Et là, on élargit le débat et on dit, ben, peut-être qu'en octroyant, dans le fond, à des corridors routiers des fonds immobiliers, on se donnerait des outils de financement additionnels que serait la captation de la valeur foncière. On s'en va dans une direction où on mélange, dans le fond, où on mêle un peu les projets, c'est-à-dire on mixe, si vous voulez, les projets de développement immobilier avec les projets d'infrastructure. Qu'est-ce que vous pensez de cette avenue-là? Vous parlez de la qualité de développement. Oui, c'est ça. Il y en a ici. Moi, je pense que c'est une bonne idée. D'accord? Je pense que c'est une bonne idée. Peut-être que j'aimerais voir un autre partenaire là-dedans, mais l'idée, c'est qu'il faut être prudent dans la capture foncière. Là. Si je prends un exemple de la ville de Montréal qui développe, par exemple, Loup-Bonnet, qui veut développer. Bon, là, il y a peut-être une capture immobilière là, possible, parce qu'il n'y a pas de développement. Là où il y a déjà du développement, c'est difficile d'aller chercher l'argent auprès des la Caisse des dépôts, pratiquement, normalement, l'idée, c'est bon, sûrement, elle a beaucoup de fonds, c'est ça qui est l'intérêt. Et là, elle doit, par contre, à rentabiliser le régime de retraite. Alors là, on a hâte de voir comment est-ce qu'ils vont arriver, avec quel type de tarif ils vont vouloir imposer pour rentabiliser le régime de retraite. Ils ont été très prudents, ils ont dit on va regarder ça, on va étudier ça pendant 1 an. De toute façon, on fait des propositions, puis là, le gouvernement va peut-être un peu sursauter quand il va voir le tarif qui sera nécessaire pour rentabiliser tout ça. Bon, j'imagine qu'à un moment donné, le gouvernement va trouver un moyen de réaliser le projet qu'il ne pourrait pas réaliser à court terme. C'est extrêmement intéressant parce que vous permettez que je déporte un peu, mais prochain truc à l'ASDEC, vous devriez discuter du rapport de l'Oxfam. Oxfam qui vient sur les inégalités. Et tout ça fait appel à ce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait de l'argent soit en quelque part, qu'on puisse l'investir. Quand on ne l'a pas, l'argent, on n'investit pas. Et, il y a un économiste, là, je ne sais pas si vous connaissez, DeSoto, qui avait dit qu'une des difficultés dans les pays en voie de développement, entre autres, il y a des gens qui ont une terre, mais ils n'ont pas les titres. Donc, ils ne peuvent pas, c'est ça, DeSoto, ils ne peuvent pas essentiellement s'en sortir et faire un levier avec ça. Donc, c'est un système capitaliste, en guillemets, avec ses pour et ses contre. C'est un vecteur de développement aussi quand il est bien associé avec un gouvernement qui sait comment faire les choses. Comme vous êtes ministre des Finances, vous savez Vas-y. Oui, ben justement, Mario Pérez qui est là, qui peut peut-être nous en glisser 2 mots, a travaillé sur le projet du Grand Paris, où là justement, l'idée aussi c'est de créer des grands corridors de transport et c'est la plus-value des terres autour des gares, qui, soi-disant, va financer donc, ces réseaux de transport. Mais je pense que ça, bon, je ne sais pas si les calculs vont fonctionner en France, mais le tout c'est de savoir à qui appartiennent les terres au début. Parce que si l'État français s'octroie le droit de préemption, c'est très bien, mais ensuite il y a des gros problèmes d'inégalité. Pourquoi est-ce que certains propriétaires se font acheter leur terrain au prix de base avant infrastructure et pas d'autres? Ou alors, si c'est le hasard bah tiens, il y a certaines terres qui appartiennent à l'État ou qui appartiennent à la Caisse des dépôts, et donc cela, on va pouvoir donc, en tirer une plus-value. D'autres plus-values vont aller à des investisseurs privés. Ça devient très inégal. D'ailleurs, ça me rappelle un peu quelqu'un qui a pensé à ça il y a presque un siècle, c'est Henry George. Pour lui, la solution, c'était de socialiser tout le foncier. Bon, ce que je ne propose pas. Mais si on va jusqu'au bout de la logique de s'octroyer les plus-values qui découlent des investissements en infrastructure, Henry George avait raison. Et donc, je pense que si on s'engage dans cette voie, je ne vois pas comment on peut faire ça de manière équitable dans un système de marché. Et si on utilise des lois de préemption, ça devient inéquitable. Donc, je pense que en théorie, ça pourrait marcher, mais en pratique, je pense que soit on est Henry George, soit on pense à autre chose. Oui,
la captation de la valeur, en fait, c'est un outil intéressant qui n'est pas beaucoup utilisé encore, mais qui a quand même été utilisé. Il y a des expériences concluantes. Et moi, ça m'étonne toujours qu'on le ressorte dans le cas du transport collectif, mais qu'on n'en parle pas beaucoup pour le transport routier, alors qu'il me semble moi, que les échangeurs autoroutiers génèrent quand même des plus-values foncières qui pourraient être intéressantes à capter. Je suis dans une société où la grande majorité des déplacements se font en automobile. C'est clair que les infrastructures autoroutières sont intéressantes, peut-être plus que les infrastructures de transport en commun sur le plan de la captation de la valeur de façon générale. Deuxième élément que je voudrais rajouter par rapport à ça, c'est que quand on refait l'histoire du métro de Montréal, ou qu'on s'intéresse à ce qui s'est passé autour des stations du métro de Montréal, on se rend compte qu'il y a relativement peu de stations en dehors des stations du centre-ville qui ont connu un développement immobilier dans les 50 premières années. Et donc, c'est pas si évident que ça que de générer de la valeur foncière avec des infrastructures de transport. Et là, le métro est un cas intéressant parce que les volumes de déplacement sont extrêmement élevés. Il y a un très grand nombre de personnes qui utilisent le métro. Puis il y a plein de stations, il y a toutes sortes d'explications qui nous permettent de comprendre pourquoi il n'y a pas eu de développement. Le métro Saint-Laurent, par exemple, c'est pas la même chose que, par exemple, le métro Rosemont ou métro Outremont, mais de façon générale, il y a très peu d'exemples de développement immobilier important à côté des stations de métro. Ce qui nous amène à être prudent face au potentiel de ce côté-là. Cela dit, dans le cas des SLR, probablement que les gens qui vont embarquer à chacune des stations risquent d'être très élevés, mais essentiellement parce que les stations vont être des stations de rabattement d'une partie de la clientèle. C'est-à-dire que tous les gens qui vont embarquer là ne vont pas nécessairement vivre à proximité, mais ils vont venir en voiture, en autobus, à vélo. Et donc, c'est pas sûr qu'il va y avoir une effervescence immobilière extraordinaire à côté de chacune des stations. Là. Mais il y a quand même un intérêt, mais dans le cas des deux lignes dont on a parlé, il y a quand même une bonne partie des terrains qui sont déjà développés, qui ne sont pas simples à redévelopper, même si les gens, par exemple, du 10-30 ont dit, bien, nous, on est prêts à densifier notre projet, ils sont même prêts à mettre de l'argent dans un éventuel SLR, ce qui est quand même assez rare comme contribution de la part du privé, dans le cas de Montréal, mais c'est pas évident qu'on va pouvoir tout redévelopper de façon à financer l'ensemble des opérations. Mais cela dit, ça mérite d'être examiné parce que c'est une source qui peut être extrêmement intéressante. D'accord. Je vais y aller d'une question générale, puis vous allez peut-être pouvoir résumer votre pensée à partir de cette question-là. Nous, ministre des Finances, puis il me manque toujours d'argent. Est-ce que le processus de génération de fonds et d'allocation, est-ce qu'il est suffisant, déficient et efficient? Alors, est-ce que vous me dites le péage peut-être sur certaines infrastructures pour régler les questions de congestion? J'y vais avec la taxe, avec les moyens actuels. Les gouvernements hésitent beaucoup à utiliser les moyens actuels, sauf peut-être par la bande via la caisse de dépôt et de placement, la captation de la valeur pour faire réaliser certains projets. Donc, il me semble que je n'ai pas trouvé une façon de générer de nouveaux fonds. Et ensuite, comment je vais faire l'allocation de ces fonds-là vers les différents projets. Et peut-être une sous-question, il y a peut-être une surabondance de projets par rapport aux moyens que nous avons. Alors, comment on fait le ménage, dans le fond? Comment on choisit les bons projets alors qu'on n'a pas de mécanisme de prix qui nous aide à le faire? Donc, il y a beaucoup de questions là-dedans. Donc, est-ce que vous pouvez me trouver une recette là, pour combler mon déficit de 1 milliard ou 2 milliards par année? Est-ce que le système actuel est efficient? Puis pourquoi je vais le remplacer? Quel est le meilleur système le plus efficient? C'est tout? C'est tout. Moi, je dirais, si vous avez un déficit, coupez donc vos dépenses. Coupez donc vos dépenses. Coupez vos dépenses. Ça va commencer comme ça va être plus simple. Moi, je pense que trouver une planification optimale, optimiser, c'est un problème vraiment complexe. Je pense qu'on peut imaginer en théorie, mais c'est vraiment un problème complexe. Par exemple, vous parlez des grosses cylindrées qui utilisent le vantage. On peut le faire peut-être avec les droits d'immatriculation, ça affecte moins à ce moment-là leur comportement. Peut-être qu'on ne veut pas, non.
On le fait indirectement par le coût de l'essence. On fait paye payer plus cher. C'est plus cher aussi. C'est vrai, c'est dans le sens de meilleure qualité. Donc, effectivement. Moi, je pense qu'il faut aussi se donner une idée qu'il faudrait faire réfléchir sur les prix relatifs. C'est-à-dire faire en sorte que le transport en commun devient toujours raisonnablement plus intéressant que l'alternative. Ça, je trouve que ça serait une façon optimalisée, voire réduction de la pollution et réduction aussi de la consommation. Ceci dit, il y a d'énormes défis là aussi. Le métro est complètement. On n'a pas de fréquence assez élevée souvent sur certains réseaux d'autobus. Donc les gens se plaignent aussi de certain nombre de choses. Mais si j'avais à réfléchir, ce serait de dire, trouvons une situation qui fait que le transport en commun, en tous les cas à l'intérieur des villes de Montréal, devienne un facteur d'attraction. Même s'ils doivent aussi payer un peu pour l'utilisation qu'ils en font. Et il y a des fois, quand on regarde dans différentes villes, il y a de la marge. Hein? On paye encore assez peu cher ici, en fait, essentiellement. Sans pour autant compromettre la mobilité, comme disait. C'est ça, sans compromettre la mobilité. Donc, le problème est vraiment difficile. C'est pour ça que j'ai posé la question. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de solution facile, mais je dirais que quand même, c'est important de distinguer dans ce qu'on dépense entre l'entretien de ce qui a déjà été construit et des nouveaux projets. Je pense que pour l'instant, ce qui est vraiment important, c'est l'entretien de ce qu'on a. Et pourquoi est-ce que je mets l'accent là-dessus? C'est que les acteurs économiques et les individus peuvent s'adapter. On est capable de s'adapter et il y a un équilibre interne à la ville qui correspond à ce qui existe déjà. Or, donc si on soustrait les tronçons de route ou si des ponts s'écroulent, on a des problèmes non seulement pour des gens qui sont en dessous, mais aussi parce qu'on est en train de déséquilibrer la ville. Par contre, le rajout d'une nouvelle infrastructure, oui, ça rajoute de la capacité, mais ce n'est pas d'intérêt aussi immédiat. Et le plus on en rajoute, les plus les gens s'attendent à ce qu'on en rajoute. Donc du coup, les comportements des gens vont s'adapter à l'idée qu'on va toujours rajouter de la capacité, qu'on va toujours en construire plus. Donc, si la politique de base, c'est le peu d'argent qu'on a, dépensons-le sur l'entretien et la remise à niveau des métros qu'on a, des routes qu'on a actuellement, et ne pas laisser croire aux gens qu'on va augmenter les réseaux. Et du coup, là, on amènerait les gens peut-être à revenir vers le centre-ville, à une mutation plus dense des terrains qui sont bien accessibles, plutôt que de faire croire aux gens que non, il suffit que vous construisez, puis hop, on va vous construire un métro, on va vous construire, rallonger le métro, rallonger les autoroutes, et ainsi de suite. Ça, c'est déjà un moyen de départager, je pense, dans nos dépenses. Et c'est un changement culturel profond, parce que jusqu'à présent, on a déjà évoqué, il y a eu une grosse période d'investissement dans les années 50 et 60, et ensuite, presque plus rien. Et d'ailleurs, c'est la même chose au Japon, parce qu'on a pensé que finalement, les infrastructures s'entretenaient tout seuls. Et soudain, maintenant, au début du XXIe siècle, on découvre qu'il y a un déficit d'entretien énorme, qu'on n'a pas intégré au budget annuel et qui soudain devient donc des sommes monstrueuses. Donc, effectivement, il y a des entretiens d'urgence, mais ensuite, mettons le paquet sur l'entretien, et ce n'est que à la marge, après une mûre réflexion, qu'il faut rajouter, à mon avis, de nouvelles infrastructures. Je peut-être une sous-question. Est-ce que ce que vous dites s'applique autant au réseau routier qu'au projet de transport en commun? En gros, oui, je pense que même en transport en commun, on a des wagons de métro qui ont 50 ans ou 40 ans, enfin je ne sais pas, oui, 40 ans, 47 ans, je dirais, je suis né en 67. Donc, il serait temps, enfin, il faudrait au moins remettre ça à niveau, s'assurer que les métros ne s'arrêtent pas pendant 20 minutes dans des stations sans qu'on comprenne pourquoi. Et je ne dis pas qu'il ne faille pas peut-être compléter la ligne orange, mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de faire en sorte que même le réseau qu'on a actuellement soit remis à niveau et devienne fonctionnel. Et ce qui compromet les nouveaux projets de SMR, de navettes aéroportuaires, de trains... Il y a énormément de projets qui seraient intéressants, mais je pense qu'il faudrait une discussion pour en choisir peut-être un ou deux, mais si la priorité pour moi, c'est l'entretien de ce qu'on a actuellement. Le ministre des Finances a beaucoup ça. Bon, je vais essayer de répondre à la question du ministre des Finances, mais en fait, il nous disait que ça nous permettrait de résumer notre pensée, mais en fait, il y a tellement de questions dans ces questions que je crois qu'on est plus dans la complexité que d'autres choses. Mais en fait, je vais insister sur deux éléments en reprenant un élément que vient de mentionner M. Montmarquette. Je pense qu'au départ, il faut reconnaître qu'on a trop de projets sur la table pour les moyens qu'on a, puis la
démonstration de ça, c'est qu'on ne réussit jamais à tout faire ce qu'on met dans nos plans de transport. J'ai déjà fait l'exercice en examinant les plans de transport des années passées, puis on est très loin du compte. En fait, ce qui est inquiétant, c'est qu'on fait souvent pas ce qui est dans les... en fait, on ne fait pas la moitié de ce qui est dans nos plans de transport, puis ce qu'on fait n'était pas dans les plans au départ. Le prolongement du métro à Laval était dans le plan de personne quand il était annoncé. Il y a quelque chose d'un peu inquiétant là-dedans, mais je m'imagine qu'il y a des raisons pour ça que vous êtes capable de comprendre aussi bien que moi. Mais M. Montmarquette a dit quelque chose que je trouve important, parce que ça nous ramène en tête sur pourquoi on fait du péage, par exemple, parce qu'en fait, c'est un peu ça l'objet de la discussion. C'est que dans le fond, il faut peut-être rendre le transport collectif attractif, si on veut que les gens le prennent. En tout cas, il y a quelque chose là qui me semble important. Quand on fait l'histoire du transport collectif depuis l'arrivée du métro, puis je suis assez d'accord, si on essaie de le refaire aujourd'hui, on en serait probablement incapable pour toutes sortes de raisons. Mais quand on fait l'histoire, ce qui nous frappe, c'est qu'on fait en gros un grand projet par décennie. Dans les années 60, on a construit les premiers segments de métro. Dans les années 70, on a prolongé la ligne verte, la ligne orange. Dans les années 80, on a fait la ligne bleue. Les années 90, on a commencé à mettre en place les trains de banlieue. Puis les années 2000, on a fait le métro à Laval. Puis après ça, récemment, on a ouvert le train de l'Est de Montréal, là, qui vient de commencer à offrir ses services. Mais en fait, on a fait ça dans des années où on avait passablement d'argent. Puis le constat qu'on doit faire après 50 ans, c'est que les parts de marché du transport collectif ont diminué. Et donc, clairement, on n'a pas assez investi dans le transport collectif pour que le transport collectif reste une alternative intéressante pour les citoyens. Et quand on regarde la carte du métro, on comprend tout de suite pourquoi. C'est que tous les services de transport en commun sont faits pour amener les gens au centre-ville. C'est que quand vous allez au centre-ville, en transport en commun, c'est à peu près performant de partout dans la région. Et les parts de marché du transport collectif sont très élevées, je l'ai mentionné tantôt, c'est de l'ordre du 2/3 des déplacements vers le centre-ville se font en transport en commun, parce que le service est de qualité, la fréquence est bonne, on est capable d'accommoder à peu près tous les passagers. Là, on en laisse quelques-uns sur les quais le matin, mais en gros, ça marche assez bien. Mais dès que vous allez en dehors de la zone très centrale, qui est délimitée là, par la connexion de la ligne verte et de la ligne orange au centre-ville, mais les parts de marché chutent parce que le service est moins bon, c'est plus compliqué, il y a des ruptures de charge qui font en sorte que les gens sont obligés d'attendre pour passer d'un mode à un autre, ou d'un train, par exemple, vers le métro, ou d'un autobus vers le métro, et ainsi de suite. Et donc, les parts de marché chutent. C'est que si on veut rendre attractif le transport collectif, il faut faire en sorte que la fréquence soit plus élevée et les temps de déplacement soient raccourcis. Le problème, c'est qu'on a très peu de corridors rendables dans ce sens-là en termes d'achalandage dans la région de Montréal. C'est pas pour rien que la Caisse et le gouvernement, la semaine passée, ont parlé de l'autoroute 10 Pont-Champlain. Puis ils ont parlé aussi du train de l'Ouest, mais les études qui existaient jusqu'à tout récemment sur le train de l'Ouest montraient que c'était pas tellement impressionnant. Et donc, c'est pas sûr qu'on va être capable de développer des projets de transport collectif rentables parce que la forme de l'agglomération fait en sorte que c'est extrêmement difficile de faire des services de qualité aux individus. L'exemple du train de l'Est est assez fascinant parce que c'est un succès d'achalandage déjà, tout le monde est content, mais en fait, quand on regarde l'effet net sur le plan de la mobilité, c'est essentiellement homéopathique. C'est-à-dire que la majorité des gens qui utilisent le train de l'Est étaient déjà dans les autobus. Et que dans le fond, on a dépensé 650-700 millions de dollars pour déplacer les gens en train qui étaient en autobus. Je ne suis pas sûr qu'au plan environnemental, c'est beaucoup mieux que c'était auparavant. Bon, peut-être ça enlève les autobus, on peut les remettre ailleurs, mais l'effet net sur la mobilité, c'est presque nul. Puis le métro à Laval, c'est un peu la même chose. Et donc, les projets ne sont pas nécessairement choisis en fonction de leur capacité à changer la mobilité. Cela dit, pour les usagers du train de l'Est ou les gens de Laval qui prennent le métro, c'est formidable. Certains étaient assis, en tout cas quand ils habitent Laval dans le métro, ce qui n'est pas le cas des gens de Rosemont ou du plateau qui ne sont pas toujours assis dans le métro parce que les métros sont déjà pleins quand ils arrivent chez eux. Mais donc, ils ont un bon service et que c'est formidable pour eux. Moi, je suis très content. Mais le problème, c'est que ça n'a pas changé grand-chose sur la mobilité d'ensemble. Puis là, demain, on nous dit que la dernière enquête OD va être publiée. Puis les informations qui filent, c'est qu'on est resté au même niveau qu'en 2008, qu'il n'y a pas eu de changement majeur. Et on a quand même mis un peu d'argent, il y a des projets qui ont été développés. C'est que ça, c'est quand même assez inquiétant.
Dans le fond, si la question c'est est-ce qu'on dépense bien notre argent, la réponse c'est probablement non. Ou en tout cas, non, mais il y a probablement de bons investissements, mais peut-être que la difficulté, c'est de réussir à identifier clairement les objectifs qu'on poursuit. Puis à partir de là, on pourra développer un programme, mais notre système de planification, parce que plusieurs fois que je le dis, il y a quelque chose d'un peu dysfonctionnel dans la région de Montréal, très clairement. Et le problème, il est là. Le vérificateur général l'a aussi dit au gouvernement d'ailleurs. D'accord. Ben, écoutez, moi j'ai épuisé mes questions, mais peut-être que j'ouvrirai, je ne sais pas si c'est dans l'habitude, peut-être ouvrir un peu le débat auprès de la salle. Si vous avez quelques questions à poser, allez-y. Moi, je trouve que c'est un sujet fort intéressant. D'une part, parce que j'ai un parcours qui m'a amené à travailler multipliquement à la Ville de Montréal. J'ai été aussi dans l'administration à Rive-Sud, administrateur d'une CIT. Donc, si au tout début de ma carrière d'économiste, pour moi, le PH, c'était presque une évidence, aujourd'hui, pour moi, c'est loin d'être évident. Il y a des complexités. Vous parlez de gouvernance montréalaise, gouvernance métropolitaine. Quand j'étais sur le CIT, on avait beaucoup de succès avec nos formules, mais peu de réceptivité du côté de Montréal. Et puis, la CMM étant ce qu'elle est, Montréal tire de son côté, les banlieues ne s'y retrouvent pas. J'ai aussi plein de pensées qui me viennent en tête. Vous savez, l'économie a horreur de l'immobilisme, mais pendant qu'on réfléchit, la Rive-Sud s'organise, 10-30 se construit, et donc la banlieue se nourrit et on affecte... Ils s'autonomisent. Exactement. Donc, c'est pas évident, c'est loin d'être évident. Est-ce que vous avez une question pour... J'ai même de la difficulté à trouver une question, j'en suis pas certain. Mais c'est extrêmement complexe. Et puis là, vous parlez de la densité. Ça, c'est un élément qui est peut-être au cœur de la problématique, évidemment, les quarts de densité. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, du plan métropolitain qui va forcer peut-être les banlieues à se densifier? Est-ce qu'il n'y a pas là un élément de long terme, peut-être, mais qui va amener, nous aider à voir clair? En fait, sur la question du PMAD auquel vous référez, en fait, je pense qu'il faut le voir sur un plan pédagogique, je dirais. C'est-à-dire que c'est la première version d'un plan métropolitain, et donc il faut déjà se réjouir que 82 villes ou 82 municipalités aient réussi à s'entendre sur un document commun. Je rappellerai que la CUM a pris beaucoup plus de temps avec moins de municipalités pour arriver à un consensus qui était beaucoup plus mou que celui de la CMM. Donc, il y a quelque chose de possible, puis probablement que le PMAD 2 ou 3 sera plus intéressant que le premier. Sur le plan de l'effet, en fait, c'est vrai que le PMAD dit on veut densifier, mais en fait, quand on dit comme il faut le PMAD, ce qu'on constate, c'est que, en fait, ils ne font que confirmer les densités qui s'observaient déjà en banlieue. C'est-à-dire que il y a déjà une tendance à la densification de la banlieue, puis en fait, le PMAD ne fait que le confirmer. Les fameux dots qu'ils ont distribués partout sur le territoire, là, je pense qu'il y en a 155, mais en fait, c'est un peu de la foutaise sur le plan de transport, parce qu'on ne peut pas imaginer avoir un transport collectif de qualité qui va faire en sorte que les gens réduisent leur dépendance automobile, sauf dans certains cas, vers le centre-ville, mais le problème, c'est que les gens qui habitent en banlieue ne travaillent pas nécessairement au centre-ville, ou en tout cas, tous les membres d'un ménage de banlieue ne vient pas au centre-ville tous les jours. Et donc, la dépendance automobile, elle ne va pas être réduite avec la mise en place des dots. Et je serais surpris qu'en 2021, on en ait beaucoup de ces dots-là. Je serais très surpris. Il y a quelque chose d'intéressant dans cette volonté de s'entendre sur des objectifs communs, puis il faut le saluer, je pense, mais en fait, le PMAD ne fait qu'encadrer légalement ce qui se vérifiait déjà sur le terrain. C'est-à-dire que quand on se promène sur la banlieue, on le voit, la densification est en marche. Pour toutes sortes de raisons, mais entre autres parce que les gens de la banlieue ressemblent de plus en plus aux urbains. Il y a des ménages d'une personne en banlieue maintenant, ce qu'on ne voyait pas vraiment avant. Mais moi, je regarde mes étudiants, quand ils achètent leur premier appartement, maintenant, ils l'achètent en banlieue. Autrefois, ils l'achetaient dans les quartiers centraux. Mais là, ils n'ont plus d'argent pour le faire. Donc, ils l'achètent en banlieue. Mais ça transforme la banlieue, puis ça transforme aussi les attentes en matière de mobilité. Donc, les étudiants de Je suis en train d'interpeller Charles Charbure, puis M. Montmarquette, vous avez fait allusion à travers votre propos éditorial tout à fait justifié par ailleurs sur la gouvernance montréalaise. Mais est-ce qu'on fait l'équivalent de ce qui a été du pacte de Vienne et on fait le pacte de Montréal, ou est-ce qu'on laisse le fédéral, le provincial et le municipal reproduire ce qui s'est fait au Moyen-Âge sur les bases de Rennes? Je pense que vous
la question, à mon avis, amène la réponse, c'est que ce serait bien d'avoir le pacte de Montréal, mais pour l'instant, on est en moins. Et, Non, dans un an, il y a des choix à faire. Mais, Il y a un choix à faire immédiat. Mais le choix ne concerne pas les structures de gouvernance, les paliers vont encore être là, le tout c'est est-ce que les personnes qui vont être élues vont s'entendre et se coopérer ou pas. Mais oui, j'espère effectivement qu'on va aller vers une convention pour gérer Montréal de manière unitaire, même s'il ne faut pas étouffer toutes les discussions. Mais c'est sûr que pour l'instant c'est dysfonctionnel. Peut-être une dernière question. Allez-y. Pour moi? Merci, bonjour. Patrick Morancy, je suis médecin en santé publique. Donc, je ne suis pas économiste du tout, mais depuis 10 années, notre équipe mesure les externalités négatives du transport, qui sont clairement liées à l'usage, au nombre de kilomètres parcourus en véhicule. Donc, j'ai bien aimé votre discussion à plusieurs égards, notamment pour la taxe kilométrique, la distinction entre les nouveaux projets et les anciens, entre les infrastructures automobiles TC. Mais il y a un domaine qui semble faire consensus, une idée qui me surprend. Je ne suis pas économiste, c'est celle des externalités positives des nouveaux projets. Alors que dans la région métropolitaine, beaucoup de nouveaux projets, qu'on pense à la transformation de la 116 en autoroute, maintenant à la 19, à la 25, servent à peu près exclusivement au développement de la périphérie et à l'accroissement et à l'ajout de véhicules sur le réseau. Donc, d'après en tout cas certains experts, ça contribue non pas à améliorer la fluidité, mais au contraire à détériorer les conditions de circulation dans la région métropolitaine. Et puis, ça n'a pas été abordé. Je me demandais si c'était un fait reconnu pour vous, si tout projet de transport routier va avoir des externalités positives collectivement, économiquement ou sur le transport. Ce n'était pas évident pour moi avant de vous entendre. Mettons que ça effectivement, on a pas mentionné les problèmes, les facettes négatives. Ça vient chercher un peu le point que j'ai fait tout à l'heure, qu'il vaut mieux investir dans l'entretien de ce qu'on a déjà plutôt que l'ajout. Il faut bien réfléchir à ces ajouts, parce qu'effectivement, ils ne sont pas toujours positifs, surtout dans les grandes banlieues, parce qu'effectivement, là, on encourage effectivement les gens, surtout s'il y a une attente de nouvelles infrastructures, et bien la banlieue va avoir tendance donc, à aller plus loin. Il y a aussi l'échelle à laquelle ces externalités positives ou négatives se mesurent. Parce que, outre le fait que, effectivement, l'ajout de véhicules sur le système routier n'est pas toujours, même si c'est en banlieue, peut amener la congestion en centre-ville, mais d'où justement l'importance de tous les péages, de la tarification modulable pour empêcher que ça se passe. Il y a aussi les externalités négatives, plus localisées, autour de chaque infrastructure. On a parlé de la plus-value, mais on n'a pas parlé du coup de la pollution des personnes qui vivent à côté. Or, il y a des externalités négatives de ce type-là, mais qui se ressentent à 100 ou 200 mètres de chaque artère routière. Or, les externalités positives dont on parlait étaient à l'échelle de la métropole et à l'échelle de la création de richesses, qui, comme je l'ai décrit, dépend quand même des échanges entre les gens. Et donc, je pense qu'effectivement, globalement, le fait qu'on puisse bouger en ville nous amène beaucoup de bienfaits, je pense. Mais c'est de moins en moins le cas, surtout si on va chercher des personnes de plus en plus loin, puis on n'ira pas sur le centre-ville, d'une part. Et d'autre part, et bien pour les gens autour, c'est pas toujours évident. Donc je pense qu'effectivement, il faut réfléchir à ces deux choses. Il n'y a pas que du positif dans la capacité. Je ne suis pas économiste, mais je peux comprendre qu'il y ait, pour n'importe quelle infrastructure de transport, qu'il y ait des externalités positives et négatives. En fait, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que le positif est supérieur au négatif? J'imagine que c'est un élément pour prendre des décisions. Mais je pense que l'impact sur la ville qu'on peut observer va dépendre en fait, ce ne sera pas le même pour toutes les infrastructures. La 30 et la 19, clairement, les impacts ne seront pas les mêmes sur la ville. Mais moi, je serais assez partisan d'une approche où on dirait, dans un contexte où on manque d'argent, ce qui est le cas du Québec pour l'instant, puis de la région de Montréal en particulier, mais on devrait éviter de mettre en place de nouvelles infrastructures routières. Puis on devrait se concentrer sur les infrastructures qu'on a déjà, qui sont en déficit d'entretien depuis très longtemps. Moi, je n'ai aucun problème avec cet argument-là. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas jamais développer d'infrastructures routières pour répondre à certains besoins. Donner accès à des territoires, par exemple, mais j'aurais tendance à penser que dans un contexte où on manque d'argent, développer de nouvelles infrastructures alors qu'on a de la difficulté à entretenir celles qu'on possède déjà, c'est une sorte de non-sens. Quels que soient les... En fait, pas quels que soient les bénéfices, mais compte tenu des bénéfices qu'on peut espérer pour la plupart de ces infrastructures-là, c'est que moi, je pense que
l'idée d'une sorte de moratoire qui avait déjà existé dans la région de Montréal à une époque pour le réseau routier. Ça se défendrait très clairement, mais cela dit, même la 19 peut présenter un certain nombre d'avantages, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des inconvénients plus tard. On peut imaginer que les inconvénients sur le plan de la région métropolitaine et même sur le plan local soient plus grands que les avantages qu'on va pouvoir observer sur le long terme. Et dans ce sens-là, il faut faire attention au développement des infrastructures. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Moi, je voudrais, si vous permettez, un des facteurs déterminants de la croissance économique, c'est la densité. Et la densité est assez forte au Québec. L'étalement, elle vraiment contribue pas à cette question. Les villes sont maintenant au cœur du développement économique. Ça paraît très clair. Donc, alors, on parle d'ajouts, mais il faut les regarder attentivement. Si vous avez, par exemple, une route pour faire un contournement pour les camions, par exemple, vous venez d'ajouter un bien-être important et une fluidité à l'intérieur de la ville de façon importante. Donc, c'est ça qu'il faut regarder essentiellement. Mais ça prend de l'expertise. Ça prend surtout aussi des hommes politiques qui sont attentifs à ça, et non pas simplement des sortes dont on tombe sur la truc de gouvernance. La ville est ingouvernable. Il faut le regarder. Ingouvernable. Vous avez vu tout le débat à savoir qui va déblayer les rues centrales. Là. Des gens là, qui sont prêts à créer une taxe, là, défusionner les investissements qui vont. Non. Élémentaire, quelqu'un ne peut pas choisir, on va déneiger un côté de rue. Un côté de rue, c'est ça. Puis de l'autre côté, il y a quelque chose qui manque là, quelque part. Il y a une volonté politique là, peut-être qu'on commence à l'apercevoir, mais qui devrait être très fort. Il y a toutes sortes d'expertise, on voit bien dans le développement européen. C'est intelligent qui peut être fait, celui d'être écouté, et ça, c'est un bon problème. Il faut surtout être capable de regarder ça sur le long terme. Oui, exact. L'histoire du CFP9 est essentiellement l'histoire de la gouvernance rectangulaire. Plein de gouvernance. Alors, on revient à cette question. En fait, le thème de le sujet n'étant pas la gouvernance, mais étant donné que le sujet est très lié, on va laisser de causer la gouvernance et je donnerai peut-être quelques secondes, quelques minutes à chacun de nos conférenciers pour conclure, à savoir si le péage, c'est la meilleure solution pour le financement. Alors, la réponse est non. On ne peut pas être prêt. Alors, comme ministre des Finances, je vais prendre les décisions qui s'imposent. Oui, mais je ne vais pas contredire mon maquette. Alors, écoutez, il me reste qu'à vous remercier, messieurs, de votre discipline et de vos idées. J'espère que l'assistance a apprécié et moi j'ai apprécié dans le fond ce débat. Merci beaucoup. Je désire quand même remercier, au nom de l'Association des économistes québécois, les conférenciers et le modérateur. Je trouve que c'est la preuve que les économistes et les journalistes font bon ménage. Donc, au lieu de débattre, nous avons creusé un peu plus profondément les questions. C'était très, très bon. Merci beaucoup. Et je saisis cette occasion pour vous inviter. Prochaine conférence le 5 février portant sur la politique énergétique en pleine période de politique énergétique faite par le gouvernement du Québec. Et puis aussi le 40e congrès annuel de la STEC portant sur le secteur financier, économie et finances, y a-t-il une rupture, le 20 et 21-22 mai. Merci beaucoup et puis à la prochaine.